Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 37ème review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Tout sur un instant a été diffusé le 19 juin 2021 et sonne la conclusion du combat contre Zamza suite à sa transformation en Archifélion ou Archifiélon. Il adapte des chapitres 128 jusqu'à la fin du 131ème, concluant ainsi le tome 14 du manga. Ce 37ème épisode marque le retour du duo Ueda et Kawamura. La rotation leur avait déjà attribué les épisodes 6 et 28. Yoshihiro Ueda est connu pour laisser de grandes libertés à ses animateurs, et nous avons eu droit à quelques chorégraphies surprenantes où les planches n'ont pas été reprises à la casse près. Petite curiosité, parmi les animateurs ayant participé à cet épisode, il y a le grand Tadayoshi Yamamuro, qui n'est d'autre que le second caractère design de Dragon Ball Z sur la saga Boo, rôle qu'il partagea avec Katsuyoshi Nakatsuru. Il est à présent temps d'analyser cet épisode qui est fort heureusement bien meilleur que le précédent. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Mam poursuit son combat contre Zamza. Pop suggère à la jeune femme de frapper le terrible Archifélion dans le ventre pour faire ressortir Dai. Dans le manga, la planche originale proposait un plan large quand le fils de Zaboera fonçait sur Mam. Ici, l'angle de vision est plus éloigné afin de mettre en valeur la taille de l'adversaire par rapport à la jeune femme, ce qui rend la charge plus impressionnante. La combattante esquive le coup de Zamza en sautant en l'air et nous sommes gratifiés d'un superbe plan sur les yeux de la créature, reprenant fidèlement la case d'origine. Mam est saisie par la jambe mais n'a fait que feinter pour mieux surprendre son adversaire. Dans cette adaptation, elle révèle à haute voix sa stratégie, tandis que dans le manga, elle l'exprimait qu'à travers ses pensées. Son coup de poing en contre-attaque est dévastateur. A l'origine, le plan était beaucoup plus rapproché et on pouvait voir Dai être expulsé du ventre de Zamza. Ici, nous pouvons apprécier tout l'effet de la technique de Mam. Le dos de Zamza enfle comme s'il encaissait le souffle de l'attaque à l'intérieur de son propre corps. La sauce conclut par un éclair lumineux ponctué d'une impact frame très satisfaisante. La mise en scène est recherchée et l'équipe a fait du bon travail pour mettre en valeur les techniques de la Budoka. En revanche, l'expulsion de Dai du ventre de Zamza est moins lisible que dans le manga, là où le plan initial permettait de mieux apprécier ce qu'il se passait. L'effet des sucs gastriques de l'Archifélion est bien mis en valeur avec de la vapeur émanant du corps de Dai. Pop indique que sans ses nouveaux vêtements, Dai aurait sûrement été dissous. Ici aussi, il fait cette réflexion à haute voix alors que dans le manga, c'était dans sa tête. En même temps, si c'est pour balancer des bêtises pareilles, il aurait mieux fait de se taire. Une autre modification porte sur l'emplacement de Mam. Ici, elle semble un peu plus éloignée de ses compagnons, tandis que dans la planche d'origine, elle atterrissait près d'eux avec style. Zamza ne comprend pas comment son corps a pu être endommagé. A l'origine, l'effet du coup de la jeune femme était directement visible que cela soit sur le morceau de la seconde bouche ou le trou dans le torse. Ici, on s'en aperçoit uniquement quand il se relève. Notre héroïne enchaîne les coups contre Zamza qui est complètement dépassé. L'anime a d'ailleurs ajouté de nombreux coups de pied pour rendre le combat plus impressionnant. Chuo relève le nom de la technique de Mam, le coup de poing ignescent. Découvrons ses origines à travers un flashback. Dans le manga, ce passage a été révélé dès les premiers coups de la jeune femme contre Zamza. Ici, on nous apprend que c'est la technique secrète de leur maître Brokina. Celui-ci est interprété par Yu Mizushina, un vétéran du doublage qui est généralement plus habitué aux séries live qu'aux animés. C'est la voix officielle de Sammo Hung, et il a également interprété plusieurs fois Matthew Perry, notamment dans Friends. Du côté des animés, il a beaucoup de rôles dans Senseiya où il a interprété Misty, Bud et Sid dans l'animé de 86, Jaguar ainsi que Loki dans les films 1 et 2, et Saturne et Subaru dans Senseiya Omega. Plus récemment, nous avons pu l'entendre avec Kawamatsu dans l'arc Wano de One Piece. Le vieux maître était introduit à la base avec un arrière-plan humoristique, ce qui n'a pas été repris ici. Ceci dit, le personnage n'a rien perdu de son originalité. Alors qu'il tousse, il explique à ses élèves qu'il ne pourra pas faire une démonstration de sa technique car il est souffrant. Il semble être atteint du syndrome du séant irritable. Dans la traduction de Fedo à la Maudière, dans l'édition Tonkam, c'était un peu plus direct en parlant de crampe anale. Tout comme Shu, on se demande bien quel est le rapport avec Satu. Afin d'expliquer sa technique basée sur le Oimi, le maître fait apparaître un parchemin en cassant un rocher avec un seul doigt. Cette scène n'était pas présente dans le manga, dans lequel il se contentait de faire une explication classique.
C'est une bonne idée de rajout et elle permet d'apprécier certaines classes de Dragon Quest, à l'image de l'artiste martial ou du prêtre. Brokina explique alors que sa technique est basée sur le Maoimi, l'incantation de soin la plus puissante. Cette magie encore inédite dans la série principale est en effet apparue en 2001 dans le jeu Dragon Quest Monsters 2 sur Game Boy Color. Sa fonction est différente puisqu'il s'agit d'une incantation permettant de partager ses propres MP avec d'autres monstres. La localisation française a nommé la magie Exasoin. Tout comme les fleurs peuvent mourir après avoir été trop arrosées, un corps ne peut pas supporter une régénération trop importante. Le maître a donc eu l'idée d'allier des techniques de soin à son art martial, ce qui permet de provoquer des explosions aussi puissantes que Maoimi. Comme dans le manga, l'anime représente un pauvre lycanthrope qui subit cet incroyable coup. Comme Avan qui a prouvé qu'il avait confiance en Mam en lui faisant don du pistolet magique, Maître Brokina a également décidé de croire en elle en lui enseignant cette technique. Le flashback se termine tandis que le vieil homme dit à ses élèves qu'il est quand même classe. Décidément, entre Avan et Brokina, les précepteurs de nos héros sont bien étranges. On retourne dans l'arène avec Mam survolté qui enchaîne les sauts périlleux et les coups de pied contre Zamza. Là encore, et pour notre plus grand plaisir, nous avons droit à de nombreux coups qui n'étaient pas présents à l'origine. Ces rajouts sont vraiment efficaces et vraiment agréables à découvrir. On pourra toutefois s'étonner des proportions proposées par certains plans. Même si cela permet de mettre en valeur les différences de taille, nous serions curieux d'avoir vos avis sur ces libertés. Dai reprend ses esprits et est bluffé par la puissance de Mam. Il reste malheureusement dans un sale état, et Pop demande à Chu s'il n'a rien pour le guérir. Dans le manga, Chu répondait avec un arrière-plan particulier, ce qui n'a pas été repris ici. Le rongeur sort plusieurs objets qui n'ont rien à voir avec le soin, voire même une plante vénéneuse. Le tout accompagné d'une musique ridicule qui met bien en valeur le côté humoristique du personnage. On se demande vraiment comment Chu pouvait se battre avec tout ce bazar caché sous ses vêtements. Toutefois, il est un peu dommage que le plan dans lequel Chu présentait une plante vénéneuse n'ait pas été repris, car son visage plein d'assurance tranchait avec la tête blasée de Pop. C'était vraiment hilarant. Le gros rat se rappelle qu'il a mangé toutes ses herbes médicinales après avoir été attaqué par des sanguinivaches. Pop lui hurle dessus avec un effet amusant comme s'il déchirait les dessins correspondant au flashback de Chu. C'est très réussi. Dans le manga c'était un peu différent, Chu s'était fait attaquer par des fourmis géantes et au vu de sa tête sur la planche, on pouvait comprendre qu'il ait dû se soigner après avoir été mordillé. Le combat continue du côté de Mam qui se fait malheureusement surprendre par Zamza. Celui-ci lui crache du mucus qui l'empêche d'utiliser sa technique. Dans le manga, des effets de mise en scène autour du visage du fils de Zaboera avaient été appliqués. Il était ainsi affublé d'un sourire en coin alors qu'il s'apprêtait à contre-attaquer. Ses yeux étaient noirs tandis qu'il s'auto-congratulait sur ses capacités d'analyse. La scène est aussi efficace et on pourra constater que la quantité de mucus semble plus importante que dans les planches d'origine. Pop comprend que ce retournement de situation pourrait s'avérer fatal pour Mam et demande à Chu de continuer à chercher des objets de soin. Le rongeur retrouve alors un gland larmichette. Dans la planche d'origine, il était très fier de sa trouvaille, avec également un arrière-plan spécial pour illustrer sa découverte. Comme son nom l'indique, cet objet redonne une larmichette de force, et malgré sa faible qualité, Dai va devoir s'en contenter et demande à Chu de l'emmener près de l'épée du conquérant. Pendant ce temps, Zamza assène un terrible coup de pied à Mam et l'envoie contre un mur avec fracas. Tout comme dans le manga, la sinistre créature est essoufflée et on voit que malgré sa puissance, elle est vraiment poussée dans ses derniers retranchements. Le roi demande à Mam de s'enfuir. A l'origine, Larba et Strangul lui disaient qu'elle devait prendre garde sous peine de se faire tuer, mais visiblement ils ont déjà pris la poudre d'escampette dans cette adaptation. Notre gros rat éprouve beaucoup de difficultés à porter Dai sur les gradins, et il lui fait bien remarquer qu'il est bien lourd malgré sa petite taille. En voilà un qui a profité du buffet à volonté à Papnika. Va falloir se mettre au régime, mon petit Dai. Notre héros explique qu'il s'économise pour faire exploser sa puissance au dernier moment. Il précise que lors de son affrontement contre Zamza, il se donnait toujours à fond, c'est pour ça qu'il épuisait son énergie trop rapidement. Il souhaite prendre exemple sur Mam pour concentrer sa force et la relâcher en un instant. Mais par contre, contre Baran, il avait l'énergie illimitée? En effet, c'est l'une des incohérences du manga, lorsqu'il se battait contre son père, il n'avait aucune limite de pouvoir. Après, c'est la première fois qu'il l'utilisait et Pop venait de mourir. Peut-être que sa colère lui a permis de puiser dans une ressource insoupçonnée, un peu comme Goku lorsqu'il affronte Freezer sur Namek. De son côté, après le choc, Mam est en très mauvaise posture.
Zamza l'attrape et l'écrase avec sa main droite. Le plan d'origine est bien repris et on peut voir que la jeune femme est vraiment à la merci de son adversaire. Le visage du fils de Zaboera permet de bien retranscrire sa cruauté. Toutefois, le côté bestial reste moins visible que dans le manga. Malgré la dangerosité du moment, Mam s'aperçoit que Dai a une idée derrière la tête et tente de lui faire gagner du temps en se débattant. On pourra remarquer que lorsqu'elle regarde le héros, celui-ci est en haut des gradins, tandis qu'à l'origine, il était devant l'épée du conquérant. Ah là là, dans cette adaptation, il a dû trop forcer sur le couscous de Papnika. Pendant ce temps, Zamza explique à Mam que les êtres de ce monde sont des cobayes et des déchets. Évidemment, c'est une vision à l'opposé de la bienveillance de Mam, pour qui toutes les créatures ont le droit de vivre. Elle lui répond que s'il ne comprend pas, alors c'est lui le déchet. Le visage de la jeune fille reprend très bien la planche de base, ainsi que la réaction de Zamza qui aura marqué bien des lecteurs. Son expression se fige, et un effet sur ses yeux introduit un flashback poignant devant son père Zaboera. Cet effet était aussi présent dans le manga et permettait d'arrêter le temps de l'action. Dans ses souvenirs, le légat de l'armée des mystiques indique à Zamza qu'il n'est qu'un outil à son service, comme toutes les créatures de ce monde. Sa seule fonction n'est d'autre que de lui apporter de la connaissance et du pouvoir, sinon il ne vaudrait pas mieux qu'un déchet. La colorimétrie de cette scène est vraiment bien choisie, ainsi que la musique sinistre. Le zoom sur la bouche de Zaboera alors qu'il prononce le mot déchet nous met dans la peau de Zamza qui a dû se le répéter pendant des dizaines d'années. S'il n'était pas utile à son père, il ne serait bon qu'à être jeté. La planche dans laquelle Zamza baissait la tête pendant que son père riait nous faisait comprendre son état d'esprit en quelques cases. Le manga n'avait pas besoin de plus pour créer un background efficace au personnage. Nous revenons au présent et le fils de Zaboera ne supporte pas les mots de Mam, comme en atteste un travail convaincant sur ses pupilles. La jeune femme est alors broyée, mais heureusement, Dai est arrivé sur l'autel de l'épée du conquérant. Il ingurgite le gland larmichette et une aura lumineuse l'entoure pour signifier une légère régénération. Notre héros retire l'épée de son socle en reprenant fidèlement le matériel d'origine. C'est à ce moment déterminant que Ghost intervient pour demander à Pop de lancer un Mera sur Mam. Le magicien comprend tout de suite et nous sommes régalés par une scène très efficace réalisée par notre Sanda national reprenant avec brio le plan d'origine. Le feu permet à Mam de retirer le mucus. Encore bravo Gomechan. La musique s'envole en même temps que le coup de la Budoka qui détruit l'avant-bras de Zamza. La scène est très réussie même si l'explosion du bras n'est pas visible. Dans le manga, une planche magnifique nous présentait l'effet de l'attaque de Mam avec un travail sur les ombres de toute beauté. Dai tient son instant de gloire et nous offre une des meilleures scènes de l'épisode avec un splendide Avance Trash. L'attaque est vraiment magnifique, avec un focus sur le visage de Dai lorsqu'il s'élance, un zoom sur les yeux de Zamza ainsi qu'un superbe effet lorsque notre héros tranche son adversaire. Un ralenti permet d'apprécier l'attaque et plusieurs plans nous montrent le héros. La musique s'arrête en même temps que le son de l'insigne de Dai pour nous offrir un moment de silence nécessaire. La mise en scène rappelle les meilleurs shonen des années 90 et c'est du super boulot. Le manga n'était pas en reste et les planches de base étaient aussi très réussies, notamment avec une double page qui était très satisfaisante ainsi qu'une impression de ralenti quand Dai reprenait son équilibre. La victoire est acquise et le combat semble avoir duré une éternité puisque le soleil s'apprête à se coucher. Toutefois, c'est réalisé de manière assez abrupte puisque la scène précédente nous montrait un ciel bleu. D'autres épisodes avaient beaucoup mieux géré que ça la temporalité. Dans le manga, le corps de Zamza semblait complètement calciné, ce qui, comme d'habitude, est beaucoup plus léger ici. Le fils de Zaboera se rend compte qu'il a trop sous-estimé ses adversaires en les considérant comme des créatures inférieures. L'épée du conquérant s'émiette, mais c'est insensé pour le roi étant donné qu'elle a été forgée dans un métal invincible, l'oricalque, tout comme la tiare du conquérant qu'il avait donnée à Dai. Zamza révèle que la véritable épée a été substituée et confiée à Adlar. Il se saisit de son bijou pour l'envoyer à son père. Ainsi, Zaboera pourra bénéficier des données de son combat contre les héros. Le corps de Zamza commence à changer et l'anime a fait un bon travail d'adaptation en l'impactant petit à petit. Il a bien conscience que sa mort n'arrachera aucune larme à son père, mais malgré tout, cela reste son père. Une musique triste débute alors que Mam tente de toucher l'épaule de Zamza qui se transforme en charbon. C'est le sort qui est réservé aux archifélions, aux archifilions, aux archichimères quoi. Il reste pourtant sûr que son combat ne sera pas vain. Non, il n'a pas pu être vain, dit-il, tandis que sa voix s'évapore à l'instar de son corps. La mise en scène a bien repris les planches de ce moment qui disposaient d'une ambiance mélancolique, en particulier lorsque Zamza souriait alors qu'il allait mourir.
Jusqu'à la fin, il aurait voulu que son père lui témoigne de la reconnaissance. Il cherchait uniquement de l'affection de sa part. Le travail autour de ce monologue est convaincant et permet de bien mettre en valeur la psychologie du personnage. La scène se ponctue par un beau coucher de soleil et Dai a l'impression de comprendre ce que Zamza ressentait. C'est évidemment un écho à sa propre relation avec Baran. La double page du manga était sublime, avec un travail sur les ombres d'une grande qualité. Elle présentait aussi l'épée du conquérant endommagée, comme s'il ne restait plus de traces du passage de Zamza. Dans un endroit encore secret, Zaboera récolte les données des expériences de son fils. Bien qu'il le considère comme un outil et qu'il ne semble pas avoir une once de tristesse suite à sa disparition, il l'aura quand même trouvé utile, et se dit qu'il pourrait être fier de lui dans l'au-delà. Après tout, c'est ce que voulait Zamza. Ces expériences pourront ainsi permettre de créer le démon le plus puissant de l'armée du mal. L'épisode se termine en nous montrant Adlar dans une capsule de régénération, semblable à celle de Crocodile dans l'épisode 10. Ouh, que de suspense pour la suite. Cet épisode nous a proposé de très bons moments, que cela soit les enchaînements de Mam ou bien le sublime avant-strash de Dai. Quelques éléments mineurs ont été ajoutés comme les échanges de coups de pied ou encore le parchemin utilisé pour les explications de Maître Brokina. On peut d'ailleurs noter qu'ils se sont fait bien plaisir sur les plans culottes dans cet épisode. D'habitude la série cherche plutôt à éviter ça. Même si le rythme est parfois intense, la personnalité de Zamza reste dans l'ensemble bien adaptée. D'ailleurs, en découvrant le comportement de Zaboera avec son fils, vous pouvez remarquer à quel point sa vision n'est pas si différente de celle de Baran avec Dai, où sur la forme, chaque père essaye d'imposer son idéal à son enfant. Dans le fond cependant, le traitement est différent. Ce passage est là pour montrer à quel point Zaboera est une véritable ordure, n'ayant aucune fibre paternelle contrairement à Baran. L'adaptation du tome 14 est terminée, et on se demande comment l'équipe va pouvoir mettre la main sur une arme assez solide pour supporter toute la puissance de Dai. Le prochain épisode sera un récapitulatif afin que la production puisse retrouver des délais plus sereins. Ce qui va également nous permettre de nous reposer. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner du courage. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples et à dans 2 semaines.